Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à cette belle réunion annuelle. Alors, nous, on va vous parler des machines. Et donc, comme l'ont dit nos modérateurs, effectivement, il faut un peu y croire, mais quand même, on avance. Hein. Donc, pour ce topo, vous allez voir que comme nos collègues, on a ouvert le dictionnaire parce qu'on est des bons élèves. Et donc, au niveau du titre, on nous proposait de parler de révolution des machines. Alors, la révolution, quand on regarde la définition pure, c'est défini comme un changement brusque au niveau d'un état de fait, quel qu'il soit, alors que l'évolution des situations, des choses, notamment dans le domaine médical, c'est plutôt quelque chose de peut-être plus lent, avec peut-être des petites marches d'escalier, on va voir. Qui se fait de manière un peu plus progressive. C'est pour ça qu'on a, on a bossé un peu le sujet, et donc on a lu. Et je vous invite à lire ce livre-là. J'ai un petit biais, c'est que je l'ai lu quand j'étais en P1. Et donc, je savais déjà de quoi il parlait. Et en gros, ça vous résume un petit peu ce qu'est la révolution en sciences et qui va se mailler d'évolutions itératives avec des échecs. Et comme le disait Jean-Pierre, des gens qui y croient contre la science normale et l'état de fait, et qui vont repousser les limites petit à petit avec des échecs itératifs jusqu'à aboutir à un changement de paradigme et à un changement d'état de fait. Et donc c'est exactement ça, une révolution. Et la révolution arrive au moment où toutes les évolutions ont permis de pallier au manquement, et à ce moment-là, il y a un changement de paradigme. Et c'est ça, une révolution. Donc est-ce qu'on est dans la révolution ou dans l'évolution ? On va vous laisser, vous allez nous dire ce qu'il en est. Donc, pour notre sujet, ça parle un peu fort peut-être. Comme l'a dit David, ou je ne sais plus lequel de nos collègues précédents, au niveau des machines, c'est une succession d'évolutions, mais c'est depuis le développement de la chirurgie cardiaque. Alors, antérieurement, les prédécesseurs des chirurgiens, hein, c'est des inventeurs, puis maintenant les ingénieurs, travailler sur l'animal, bien sûr, mais là maintenant, effectivement, on a développé tout un tas de systèmes depuis les années 50, on va dire. Et l'idée principale, initiale, c'était surtout de tâcher de sauver les gens, de les sortir de situations d'insuffisance cardiaque très certainement aiguës et réfractaires, avec l'échec des médicaments dont on disposait à l'époque et encore maintenant. Et depuis lors et actuellement, les ingénieurs et toujours plutôt les chirurgiens travaillent d'arrache-pied à la miniaturisation des systèmes, l'amélioration de l'hémodynamique, de l'hémocompatibilité, dans l'idée plutôt de faire mieux, voire de remplacer la transplantation. Mais bon, c'est pareil, là, pour le moment, on est un peu dans les projets, mais il faut continuer là-dedans. Et donc, on vous propose de détailler un peu en deux points les assistances dans les situations d'insuffisance cardiaque aiguë de courte durée, vous verrez. Et puis ensuite, plutôt actuellement, on peut envisager les systèmes de longue durée. Et donc, vous verrez les progrès qu'on a faits dans ce domaine. Donc effectivement, quand on parle d'assistance, c'est toujours difficile de dichotomiser, ou tout du moins de séparer les deux aspects, même si on va centrer un petit peu plus le débat sur l'assistance de longue durée, mais on a tendance à... il faut bien séparer deux choses, les assistances de courte durée, donc, qui vont nous permettre de gagner du temps finalement, d'acheter du temps pour pallier à une situation compliquée d'insuffisance cardiaque aiguë. Et donc ça, c'est traditionnellement l'ECMO, l'Impella, les assistances de courte durée qui vont permettre de gagner un petit peu de temps. Et à côté de ça, vous avez les assistances de longue durée qui vont permettre, comme l'a dit Mag, de soit gagner un petit peu de temps, mais plus sur le long terme en vue d'une transplantation, soit carrément de remplacer la transplantation chez des patients qui ne sont soit pas éligibles, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Et donc, c'est ce dont on va vous parler un petit peu. Et donc, juste peut-être la thérapie définitive. Maintenant, c'est vrai que définitive, c'est un peu agressif comme terme. On dit les gens, ce sera un pont vers rien du tout. Encore, destination therapy en anglais, c'est encore pire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que maintenant, on module un petit peu la chose. On parle de thérapie de longue durée en français. Bon, un peu plus simple à avaler, peut-être.
Donc effectivement, pour la courte durée toujours, l'ECMO, ça fait quoi, une trentaine d'années à peu près, qu'on utilise toujours ce dispositif d'assistance en rescue dans les contextes d'insuffisance cardiaque aiguë, réfractaire. La réanimation, les médicaments ne suffisent pas toujours à stabiliser les choses, et donc effectivement, c'est un dispositif qu'on utilise toujours au quotidien. Alors en revanche, effectivement, il y a les complications des complications hémorragiques du site opératoire, et puis il est vrai qu'au niveau de la décharge du cœur, c'est bien souvent insuffisant, et donc il y a d'autres problématiques qui se grèvent à une situation déjà réanimatoire critique. Et donc vous verrez que maintenant on utilise plutôt peut-être des stratégies un peu combinées en termes de matériel. Il faut bien comprendre que traditionnellement l'ECMO qui est issu de la circulation extracorporelle, hein, qui est une machine qui va permettre de remplacer le cœur et les poumons, ne va pas aider le cœur. Ce sont des machines qui vont assister tous les organes sauf le cœur finalement, et peut-être qu'on arrive à une limite de ces dispositifs qui va, et vous allez le voir, qui amène à changer un petit peu les stratégies pour plutôt que d'aider tous les organes et essayer d'aider le cœur tout en aidant les organes, puisque quand on voit l'évolution de l'assistance et de l'ECMO, alors vous voyez en bas à gauche une circulation extracorporelle au bloc opératoire. Vous voyez que c'est assez encombrant, hein, c'est une énorme, c'est 2-3 machines à laver d'aujourd'hui. Et vous voyez à côté une console d'ECMO, donc qui fait à peu près la même chose quand il s'agit d'assister à un cœur et des poumons. Et ces ECMO, ces machines sont déportables. Donc la miniaturisation et l'amélioration des technologies nous ont permis de faire même sortir du bloc opératoire, mais même de la réanimation, ces assistances et ces machines, pour pouvoir aller les poser au plus près des malades. Et donc ça, c'est une assistance qu'on a posée même dans l'appartement de la personne qui avait fait un arrêt cardiaque réfractaire. Donc ça permet vraiment de cette évolution technologique, donc qui date, comme on l'a dit, des années 60 pour les premières chirurgies cardiaques, avec des évolutions itératives, des changements progressifs et des acquisitions de technologies, ont fait que ça a pu être miniaturisé et transporté, déporté en dehors du bloc. Et c'est même des assistances qui sont maintenant posées par les réanimateurs eux-mêmes ou les cardiologues interventionnels, où c'est même plus un chirurgien qui a besoin de poser une ECMO, puisque c'est devenu tellement simple que ça ne nécessite plus cette expertise-là. Et donc c'est vraiment une avancée majeure en termes de technologie. Par contre, on ne détaille pas les résultats. Comment? On ne détaille pas les résultats, Non, parce que ce n'est pas le sujet. Voilà. Mais donc effectivement, pour quand même améliorer un petit peu la situation des malades, il est vrai qu'on parle de stratégie un peu combinées. Donc tu veux peut-être dire un mot sur l'Impella? Et donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'ECMO, qui est un dispositif qui va permettre donc d'aider le rein, le foie pour récupérer des organes, ne va absolument pas, ou tout du moins dans une mesure qui va être assez modérée, aider le cœur. On cherche juste à pallier une dysfonction d'organes, mais finalement, l'apport pour récupérer du cœur, comme on essaye de le faire avec les thérapeutiques médicamenteuses, où on va essayer de récupérer de la fonction, récupérer du myocyte, récupérer du myocarde. L'ECMO, finalement, elle ne va pas tellement l'aider. Et donc, c'est la place de ces nouveaux dispositifs qui vont permettre de décharger le ventricule gauche pour lui permettre de récupérer progressivement une activité, une fonction, et potentiellement ne pas aboutir, finalement, à une thérapeutique extrême comme la transplantation ou l'assistance de longue durée. Et donc, c'est des stratégies qu'on va utiliser de manière hybride aujourd'hui, où on va associer une assistance circulatoire type ECMO plus une décharge du ventricule gauche active qui va permettre d'enlever l'ECMO et de laisser le patient progressivement récupérer. Et dans l'hypothèse où le patient ne récupérerait pas, on tombe moins dans les complications des ECMO, et donc on est plus capable d'orienter les patients vers des thérapeutiques avancées dans de meilleures conditions. Et donc très souvent, on va les associer de manière séquentielle. Et donc là, vous voyez sur ces images, donc en bas à gauche, une cannulation d'ECMO. Donc les patients restent au lit, allongés,
peut pas les déplacer, on ne peut pas les faire marcher. Et vous avez, donc ça c'est le fonctionnement d'une Impella. Hein. Donc on aspire dans le ventricule gauche et on éjecte dans l'aorte. Donc ça assure une décharge du ventricule gauche et une perfusion d'organes. Et vous avez ce patient qui va, donc choc cardiogénique, hein, qui était au départ intubé, ventilé, sous ECMO, passage sous assistance type Impella. Le patient va au bloc opératoire à pied avec son assistance pour se la faire enlever. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes situations que des patients qui vont être alités, bloqués avec leur ECMO. Et donc on change complètement de façon de travailler. Et donc on peut les associer aussi avec d'autres assistances, puisque cette assistance-là va être essentiellement pour le ventricule gauche. Mais si on a besoin pour le ventricule droit, on a un petit peu la même chose avec une assistance qu'on va poser par voie jugulaire et qui va permettre d'aspirer dans l'oreillette droite et de réinjecter dans l'artère pulmonaire. Et donc on va pouvoir faire de l'assistance biventriculaire, percutanée dans la majorité des cas, avec des patients qui vont potentiellement récupérer ou du ventricule gauche ou du ventricule droit ou des deux. Et on va pouvoir potentiellement les orienter dans des situations ou des options thérapeutiques qui vont être complètement différentes. Donc là, le patient en haut à droite, c'est un patient qu'on a pris en charge il n'y a pas longtemps, donc il y a une assistance type Impella par voie axillaire droite et une assistance au niveau droit qui lui a permis de récupérer progressivement sa fonction ventriculaire droite et qui a permis de l'orienter vers une stratégie essentiellement monoventriculaire gauche dans une idée de pouvoir le transplanter dans une seconde partie. L'idée, c'est d'avoir un petit peu le temps de réfléchir. Exactement. De réfléchir tous ensemble en équipe, les réanimateurs, chirurgiens, cardiologues, pour choisir la meilleure stratégie, parce qu'effectivement, le recovery, c'est le monde idéal, hein, en réalité. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, et donc on va devoir s'orienter vers un autre plan pour sortir les patients de réa. Parce qu'ils sont quand même bien équipés, il faut pouvoir enlever le matériel. Voilà. Et, okay. Mais ça permet de réhabiliter les patients, de les faire marcher et potentiellement de les évaluer dans de meilleures conditions qu'un tubé ventilé au fond d'un lit. Ouais. Donc maintenant, on va passer sur l'assistance de longue durée. Ouais. Avec, vous le voyez sur ce diaporama avec des schémas, on est passé de machines très volumineuses dans les années 90 avec, voilà, peut-être après tu pourras montrer avec l'autre photo, ouais. Très compliqué à implanter, très volumineuse, ça saignait beaucoup, ça thrombosait beaucoup, les patients faisaient des AVC, à effectivement des secondes générations, puis troisième génération actuellement, matériel beaucoup plus simple d'implantation. Vous allez voir, ça c'est la main du chirurgien qui va faire modèle pour vous montrer un peu le matériel et l'évolution. Donc effectivement, ça c'était autrefois, il y a 25 ans à peu près, quelque chose comme ça. Facile, ouais 25-30 ans. Novacor, nous on n'a pas connu, hein, quand même. C'est assez gros. Hein. J'en ai la connu. Si on le met sur MAG, c'est... Voilà. On avait un patient qui allait pêcher avec son Novacor, hein, au large de Saint-Nazaire. Hein. Donc voilà, on peut pêcher. Et donc, deuxième génération, ça c'était la génération, effectivement, des gens qui ont effectivement 40 ans maintenant, on peut dire. Voilà. Ça thrombosait beaucoup, c'était un vrai sujet. Les gens faisaient des AVC quand même de manière très significative et très invalidante. Et maintenant, effectivement, on utilise... Tiens, tu peux... Elle ne trouve pas. Tu peux appuyer sur le truc parce que ça fait les vidéos qui tournent, tu sais. Ouais. Non, ça bouge, ouais, voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire que maintenant, la société Abbott diffuse voilà, des pompes voilà, centrifuges, donc avec une hémocompatibilité bien meilleure. Et donc aussi, ce qui est quand même l'intérêt de ce genre de dispositif qui garde des failles, vous le verrez, on en dira un mot sur la fin, c'est-à-dire qu'on peut quand même équiper des gens de plus petite taille, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément des mini-pousses non plus, mais c'est faisable, des enfants, et on peut aussi, alors nous on n'en a pas encore l'expérience, mais dans la région, le Grand Ouest, c'est une pratique qui se fait, équiper à gauche et à droite, ce qui peut être quand même un sujet d'intérêt. Comment ? Ouais, on avance. Ah oui, ben là c'était encore à moi de dire.
Donc l'évolution dans nos pratiques. Donc les collègues précédents nous ont dit qu'il y avait tous les médicaments. Nous, au niveau de la place des assistances, on commence à ouvrir un petit peu les chakras, c'est-à-dire que, comme on vous disait, les complications sont moindres. Et donc, pour ce qui est des personnes âgées, entre guillemets, 60, 70 ans, 65 ans, que l'on va peut-être moins... On va passer à la diapo d'après. Entre guillemets, j'ai mis... moins orientés vers les stratégies de transplantation, qui sont des autres maladies complexes, etc., avec les immunosuppresseurs, tout ce qu'on connaît. La qualité de vie est drastiquement améliorée sous assistance, qui est la pompe actuelle HeartMed 3. Et pour les patients plus jeunes ou qui n'ont pas de contre-indication à la transplantation, qu'on va équiper aussi dans une stratégie de pont vers la greffe, les concepts actuels, c'est de décaler peut-être le temps zéro de la greffe pour gagner du temps, des années de vie supplémentaires, les équiper d'une assistance, les réhabiliter, les remuscler et ensuite les inscrire, parce que l'attente est longue, parfois 1 an, 2 ans, et donc de les repimper et de décaler le temps zéro de la greffe pour avoir du temps de vie supplémentaire. Puis alors quand on ne peut pas mettre de petites machines, qu'on ne peut pas greffer, on met des grosses. Alors pour l'instant, les grosses, c'est un petit peu compliqué. Alors j'espère que le son passe, parce que une des problématiques de ces machines, c'est que... ça, c'est le petit en plus. Mais c'est qu'un côté. Ouais, voilà. Et que ça fait du bruit. Alors, voilà. Vous voyez, vous imaginez, les gens, ils vivent avec ça tout le temps. 4 valves mécaniques, voilà. Donc avec les complications. Exactement. Et puis alors, sinon, après, vous avez la version un peu plus moderne, mais qui reste à l'heure actuelle un peu compliquée en termes de volume d'implantation. Et pour le coup, elle fait quasiment plus de bruit. Mais vous voyez, on ne met pas ça dans un thorax comme celui de Mag. Non, il est vrai, c'est un vrai sujet. Et donc, pour les machines, les gens qui côtoient les patients, qui sont équipés de ça, les freins. Alors là, indiscutablement, c'est toujours le câble, bien évidemment. Parce que sans électricité ou sans batterie, la pompe ne tourne pas. Donc là, les ingénieurs, et il y a des choses en développement, bien évidemment, mais qui ne sont pas encore complètement accessibles pour le soin courant, si j'ose dire. Et il est vrai que le vrai sujet, c'est l'infection. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, là, sur les taux de complications type AVC et hémorragique ou ischémique ont été diminués de façon drastique. Les pompes tombent plus en panne. On a des espérances de vie qui sont, pour les patients jeunes, excellentes, puisque en dessous de 50 ans, à 7 ans, on est sensiblement identique à une transplantation cardiaque pour les patients jeunes. À 5 ans. À 7 ans même. Oui. Mais la greffe... mais la greffe, on vit très très longtemps avec la greffe. C'est toujours mieux. Mais donc effectivement, le câble reste un problème. Et puis le côté anxio, la psychologie, la dépression, les choses. C'est difficile de vivre avec un câble, avec des batteries. Mais on vit quand même. On vit quand même. Et donc on voulait vous montrer le témoignage d'un patient. On a fait une série de docus sur des patients qui vivent avec un LVAD, et donc on va vous laisser voir cette vidéo avant de conclure. C'est venu progressivement. Les médecins m'avaient dit si vous ne faites rien, vous ne voyez pas la fin de 2024. C'était quand même une opération pas banale, donc je savais que ça comportait des risques. J'ai 69 ans, retraité, après 44 ans de bons et loyaux services, comme on dit. J'ai travaillé dans la restauration scolaire pendant 38 ans. Mon quotidien n'était pas terrible. Oui, j'avais eu des infarctus, c'était pas la première fois. Depuis 2002, on m'a déjà posé 4 stents. Dès que je faisais un effort ou je voulais faire quelque chose d'assez long, je ne pouvais pas. C'est venu progressivement. Plus ça allait, plus je me sentais essoufflé et moins je pouvais marcher. Ce qui devenait vraiment très difficile, c'était moralement. De me voir diminuer comme j'étais, j'avais du mal vraiment à supporter, quoi. Pour moi, c'est ça qui était difficile. J'avais été hospitalisé au mois de décembre 2023. Les médecins m'avaient dit si vous ne faites rien, vous ne voyez pas la fin de 2024. Et là, on nous a dit que c'était très important. J'ai eu un gros coup et j'étais plutôt mal barré. Et c'est le docteur Miette qui m'avait dit voilà, vous êtes en insuffisance cardiaque sévère en stade terminal.
Et donc il fallait aller sur Nantes. Le docteur Pasquier va voir avec vous pour la pose d'Alvan. Là, j'ai compris que c'était très critique. Après, arrivé à Nantes, là où vraiment on m'a expliqué et montré ce qu'ils allaient faire, c'est là que j'ai commencé vraiment à réaliser que... Ça comportait des risques, hein, parce que d'un côté, ça allait l'aider. De toute façon, même s'il n'y a qu'une seule chance sur 100 pour que l'opération réussisse, Oui, j'ai beaucoup douté. du moment qu'il y a une chance, on fonce. Je me suis dit, si lui, qui doute pas, il va à fond, ben, allons-y. Pour mon petit gars, on lui avait dit, il savait que j'allais me faire opérer. Et mes petits-enfants, ils m'apportent de la joie. C'est des moments partagés qui sont intenses. Là, il m'a posé la question, mais papy, qu'est-ce qu'on va te faire? Papy va te faire un dessin. Donc, je lui ai fait le dessin, le schéma de la pompe et tout. Il fait que papy, il pourra retourner faire du vélo avec toi, il pourra refaire plein de choses. Et puis, je lui ai dit, écoute, je te promets une chose, papy va tout faire pour revenir. Et il m'a dit, quand papy l'a dit, papy le fait. Je suis rentré le 16 mai à l'hôpital. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on a pris la bonne? Donc lui, ça a été relativement plus dur que moi, peut-être. Parce que moi, je me suis dit aussitôt, de toute façon, on va y arriver. Alors que lui était à Nantes et que c'était dur pour lui. Il m'a opéré le 22. Comment s'est passé le retour à la maison? Bah, j'étais contente, hein, évidemment. Ça s'est bien passé. Donc il est rentré le 18 juillet. Après l'opération, c'était cool. Et puis, question de douleur, rien. Pour moi, j'ai repris ma vie d'avant. Moralement, j'étais au top. J'ai pris le sport 3 fois par semaine en salle. Et les autres jours, je vais marcher. Je fais tous les jours minimum 5 km. Mais ça ne m'empêche pas, juste après, d'aller faire mes courses. Ça ne me fatigue pas, je ne me sens pas fatigué. Alors qu'avant, je n'aurais jamais pu faire ça, jamais. Des fois, on me dit, mais attends, marche pas suivi, tout truc. Je dis, écoute, on m'a mis un moteur Ferrari à l'intérieur. Mais c'est normal que j'aille vite. Je suis hyper contente qu'il soit revenu à ce niveau-là. Ah oui, moi je suis vraiment contente. Oui, mais les moments familiaux exactement comme avant. Pour moi, ça n'a pas changé. Peut-être un peu plus de joie, parce que moi, je dis, je suis encore là pour les fêter, alors que bon, sans l'opération, je ne l'aurais pas fait. Il n'y a qu'un truc qui me gênait au départ, c'était ça. C'est-à-dire que le soir, je le mettais à côté de moi dans le lit pour me coucher, et le lendemain matin, j'avais l'habitude de me lever directement, moi. Et puis un matin, je me suis réveillé, et puis j'ai fait, allez chipounette, on va se balader. Et à partir de là, ça a été impeccable. C'était une façon à moi de dire, tiens, c'est pas le cap du drive. Hein. Tu fais avec, et tu files de façon à ce que ça se passe bien. Je sais que je suis entouré, que ce soit avec ma femme, que ce soit avec mes petits-enfants, que ce soit avec mon frère. Ça m'aide énormément. Et ça force un petit peu le respect quand même, qu'il soit si fort. Donc je crois qu'on s'est tous les deux baraqués, en fait. Parce que il a fallu qu'on se sorte tous les deux d'un truc pas facile. La même année, en même temps, il a fallu se remettre comme un couple. Ça a demandé un petit peu de temps, mais ça a été... Oui, c'est des victoires. Ouais. Je ne pensais pas qu'elle était aussi forte moralement. Je serai toujours là. Même si je lui dis pas tous les jours, on se le dit pas tous les jours, hein, et que je l'aime. L'espoir pour vivre plus longtemps est là. Parce que sans l'opération, quand vous faites une insuffisance cardiaque, malheureusement, c'est une vie à court terme. Je sais très bien que mon état de santé ne va pas aller en s'améliorant. Le peu qu'on a après en plus, parce que moi j'appelle ça du plus, il faut en profiter un maximum, faire ce qu'on a envie de faire. On l'a déjà le bonheur, donc c'est pour ça que je dis, continuez de vivre ce qu'on vit maintenant, et puis avec les petits-enfants qui auront grandi, puis continuez de faire exactement ce qu'on fait maintenant. Ça change complètement la vie. On peut continuer de vivre comme avant. Moralement, ça m'apporte énormément, parce que je me dis, tu es capable de le faire maintenant. Pendant un temps, tu n'y étais plus, maintenant tu es capable de le faire. Alors n'hésitez pas. On l'a pas payé, le monsieur. Ouais. Parce que, sinon, c'est bon. Et donc, juste Et pour conclure, voilà. l'avenir, c'est ça, probablement. Ou si c'est pas celle-là, ce sera une autre. C'est les assistances sans câble.
Donc une assistance synchronisée sur le rythme cardiaque, pulsatile, sans câble, avec de la transduction comme pour nos téléphones portables. Ça va arriver. Donc là, probablement qu'on sera sur un changement de paradigme et une révolution. Mais pour l'instant, on n'est encore qu'à l'évolution des choses, mais ça a déjà pas mal évolué. Merci beaucoup.